Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. À n'en pas douter, notre planète est devenue un gigantesque volcan en perpétuelle éruption. Voici 2 semaines, à ce même micro, avec mon invité Ibrahima Thiam, nous évoquions la situation dans laquelle se trouvait l'Afghanistan. Nous ne pensions pas toutefois que celle-ci évoluerait aussi tragiquement et surtout aussi rapidement, même si la chute de Kaboul était prévisible à court terme. Or, le pire s'est produit avec une fulgurance incroyable. Les semaines sont devenues des jours, les jours eux-mêmes des heures, et la fuite à l'étranger, au Tadjikistan, de l'ancien président Ghani, avec 160 millions de dollars en poche, n'a fait que précipiter les événements. Depuis, on a assisté à des scènes à peine croyables, dignes d'un cauchemar. Sous les objectifs des caméras de télévision, le monde entier a pu assister, horrifié, à l'exode de milliers d'Afghans vers l'aéroport international, à l'envahissement du tarmac et même des pistes par une foule habitée par la peur et l'angoisse, désireuse de quitter le pays au plus vite. On a même vu des hommes s'accrocher aux ailes des gros porteurs américains lors de leur décollage et des corps s'écraser un peu plus loin. On a vu méduser un avion cargo US dont la capacité est d'une centaine de passagers, entassé dans sa soute près de 600 Afghans terrifiés. Les diplomates ont déserté précipitamment les ambassades et, dans la représentation américaine, on a replié piteusement le drapeau à la bannière étoilée. Ces scènes à peine croyables ont rappelé à certains les images comparables à celles de la chute de Saïgon en 1975. D'ici quelques jours, n'en doutons pas, l'ordre taliban, l'ordre des barbus en sandales, venus des plus lointaines vallées du pays, va régner et une chape de plomb va recouvrir le pays. Elle va tomber sur une population qui, depuis l'invasion soviétique en 1979, n'a connu aucun répit. Comme je l'avais indiqué la semaine dernière, notre émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'Éthiopie, un pays qui fait face à une rébellion partie du Tigré. Mais avant d'en parler, je voudrais connaître la réaction de mon invité sur la chute de Kaboul. Je rappelle qu'Ibrahima Thiam, franco-sénégalais, est responsable du mouvement d'opposition à Macky Sall, Un autre avenir, et auteur de 2 ouvrages, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité. Ibrahima Thiam, bonjour. Alors ma question est toute simple. Comment avez-vous personnellement vécu la chute de la capitale afghane et l'arrivée au pouvoir des talibans? Jean-Yves Duval, bonjour. Comme vous le savez, j'étais au Sénégal, d'où je viens de rentrer. Lorsque, comme tout le monde, j'ai vu à la télévision ce délitement en direct, sous nos yeux, du pouvoir de l'ancien président Ashraf Ghani, préférant s'enfuir pour éviter, a-t-il dit, un bain de sang. L'avenir nous dira si tel a été le cas. Car aujourd'hui, dans un souci de respectabilité internationale, les talibans se sont bien gardés de commettre des violences. En revanche, un président qui fuit son pays dans de telles conditions, c'est comme si le capitaine du Titanic s'était enfui à bord d'une chaloupe de sauvetage avant la catastrophe. Il y a, à mes yeux, dans son comportement, une grande lâcheté, car il a tout simplement abandonné son peuple à son triste sort. Alors qu'il aurait pu tenter, en restant sur place,
de négocier une reddition honorable avec les nouveaux maîtres du pays. Vous avez dit dans une autre émission ces jours-ci qu'il n'y a pas de pire image pour un homme politique que la lâcheté. Et je partage votre opinion, car le premier devoir d'un chef d'État, c'est précisément de protéger ses compatriotes. Au-delà de cette fuite honteuse, ignominieuse, que pouvons-nous dire? L'invasion américaine de l'Afghanistan, voici 20 ans, a fait suite à l'attentat d'Al-Qaïda contre les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001. Il fallait chasser du pays les talibans, complices de Ben Laden. Or, 20 ans après, l'Amérique est revenue à la case départ. Les talibans sont de retour, la démocratie n'a pu être durablement installée en Afghanistan. Un pays qui a été rongé par la corruption, sur lequel elle a déversé en pure perte des milliers de milliards de dollars, sans compter un nombre incalculable de vies humaines. Un pays enfant où 300 000 hommes de l'armée régulière afghane se sont rendus avec armes et bagages aux talibans, sans offrir la moindre résistance. La France elle-même, dans ce conflit, a perdu près d'une centaine de militaires. C'est un constat d'échec terrible. Et ce départ humiliant va rester comme une cicatrice indélébile pour la nation américaine. On pourrait bien sûr parler longuement de la nouvelle donne régionale que constitue ce changement de régime. Mais vous avez prévu de parler de l'Éthiopie. J'imagine que nous aurons l'occasion d'y revenir d'ici quelques semaines. Vous avez raison. Et d'ici là, nous allons observer comment ce nouveau califat islamiste va s'imposer, tant dans le pays qu'à l'extérieur. Car évidemment, cette situation ne peut laisser personne indifférent, en particulier le Pakistan, la Chine, la Russie, l'Iran, mais aussi la Turquie et bien sûr l'Europe. La géopolitique régionale va s'en trouver profondément bouleversée, sans oublier les vastes mouvements migratoires auxquels on risque d'assister dans les semaines et les mois à venir. Pour l'heure donc, chose promise, chose due, je vous propose de nous arrêter sur ce qui se passe en Éthiopie, où là aussi la situation n'est pas très enviable, même si les projecteurs, encore une fois, n'y sont pas totalement braqués. J'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui « Éthiopie, quand les rebelles tigréens montrent les dents ». Rappelons d'abord pour nos auditeurs que ce pays est situé dans la Corne de l'Afrique, à la frontière de la Somalie, où j'ai effectué un reportage en décembre 1992 lors de l'opération Restore Hope. Et ce pays est aussi considéré comme le berceau de l'humanité, avec des découvertes archéologiques remontant à plus de 3 millions d'années. Que se passe-t-il là-bas depuis quelque temps? Comme dans beaucoup d'autres endroits d'Afrique, nous assistons à une confrontation entre, d'une part, des rebelles du parti tigréen et d'autre part, le gouvernement fédéral éthiopien. Le tout sur fond de sécession. Depuis le 15 août, Joe Biden, le président américain, a délégué sur place son envoyé spécial Jeffrey Feltman pour essayer de négocier entre les belligérants un cessez-le-feu. L'Amérique aura-t-elle plus de chance qu'en Afghanistan? On peut en douter. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les habitants de la province du Tigré, une région située au nord du pays, peuplée de 6 millions de personnes, ne reconnaissent plus l'autorité d'Addis Abeba. Un référendum organisé il y a quelque temps de cela dans la région a d'ailleurs une très large majorité confirmé cette volonté. Face à la résistance du gouvernement éthiopien, un mouvement rebelle tigréen est né, le TPLF, qui a pris les armes et s'oppose à l'armée régulière. Aujourd'hui, l'Éthiopie considère qu'elle est en guerre contre la région dissidente du Tigré et un état d'urgence de 6 mois a été déclaré. Nous avons donc là encore une situation explosive, d'où les tentatives de certains de rétablir le calme.
avant que cela ne se termine en bain de sang. Un calme qui est loin d'être obtenu, si l'on en juge par le récent appel à la mobilisation générale lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui exhorte ses compatriotes à rejoindre l'armée fédérale. En effet, il y a eu en juin un cessez-le-feu humanitaire, mais il a vite volé en éclats. Et aujourd'hui, les violences ont repris de plus belle. Les troupes tigréennes progressent sur plusieurs fronts, en particulier en bordure des hauts plateaux sur la route de la capitale. Dans le même temps, les camps de réfugiés érythréens existant au Tigré manquent d'eau potable et de soins, ce qui laisse préfigurer un nouveau drame humanitaire dans la région. Cette guerre dure maintenant depuis 9 mois, on peut dire, dans l'indifférence presque générale. Est-ce que cette mobilisation populaire sur une base ethnique ne risque pas d'aggraver encore la situation? C'est le risque, en effet. Outre le fait que ces forces sont disparates, pas entraînées et sous-équipées, comment pourraient-elles réussir face aux rebelles tigréens bien armés, là où l'armée régulière a échoué? Je ne vois pas comment le gouvernement peut espérer renverser le rapport de force militaire dans ces conditions. Ajoutez à cela que le Premier ministre se présente comme un extrémiste religieux qui prétend recevoir ses ordres directement de Dieu et dont la conduite est totalement irrationnelle. Aujourd'hui, les rebelles sont sortis du Tigré, sont entrés en territoire afar et je ne vois pas ce qui pourrait freiner leur progression. Qu'espèrent les rebelles dans cette aventure militaire qui aujourd'hui semble d'ailleurs tourner en leur faveur? Leur objectif est d'arrêter le blocus du Tigré que leur inflige le gouvernement d'Addis Abeba. Aujourd'hui, le Tigré n'a plus aucune aide alimentaire. Les banques sont fermées, les téléphones et l'Internet coupés, les salaires ne sont plus payés. En fait, la région est coupée du monde, d'où la réaction des rebelles. Leur espoir, c'est de contraindre militairement la capitale à lever le blocus, en exerçant sur le gouvernement fédéral une pression armée forte. Pour l'instant, les événements semblent leur donner raison. Comme dans toutes les guerres, dans toutes les rébellions, les confrontations armées, les civils bien sûr paient le prix fort. Et l'Éthiopie n'échappe pas à la règle. On parle même de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, à en croire Amnesty International. Cette ONG évoque en effet des viols sur des centaines de femmes et d'adolescentes tigréennes depuis le début du conflit. Oui, je connais l'existence de ce rapport d'Amnesty qui est effrayant. Ces viols auraient été commis par l'armée régulière éthiopienne, mais aussi par des forces érythréennes, venues leur prêter main forte. Ces témoignages proviennent de victimes qui se sont réfugiées dans des camps au Soudan voisin. Une grande partie de ces femmes et de ces filles auraient été victimes de viols collectifs et sont faits en toute impunité. Mais vous le savez mieux que personne, Jean-Yves Duval, pour avoir connu comme reporter de nombreux théâtres de guerre, le viol dans l'histoire a toujours été considéré comme une arme de guerre à laquelle recourent les belligérants dans un conflit. Cela existe depuis l'Antiquité. Pour certains soldats, il est considéré comme une prise de guerre naturelle, du vainqueur sur le vaincu. Pour d'autres, il est vu comme une façon d'obtenir que la femme violée, donc souillée, soit rejetée par sa famille et ses amis. C'est aussi pour les victimes le risque de mettre au monde l'enfant d'un ennemi, etc. C'est une situation abominable. Les viols qui ont pour but de dégrader, de déshumaniser les femmes créent chez elles des dommages physiques et psychologiques irréversibles. Ces crimes sexuels sont désormais passibles de poursuites au titre des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Vous savez, on rêve tous d'une vie meilleure.
Mais force est de constater que l'instinct grégaire de l'homme ressurgit toujours et que le pire reste toujours possible. Pour conclure notre entretien, Ibrahima Thiam, j'ai une question à la fois toute simple et très compliquée. Quelle issue entrevoyez-vous à ce nouveau conflit meurtrier dans une région qui, avec le Soudan et la Somalie, a beaucoup de difficultés à vivre en paix? Vous avez bien fait de dire que la situation est complexe. Le risque est que ce conflit s'étende géographiquement au Soudan, par exemple, avec lesquels des affrontements ont déjà eu lieu à propos du contrôle d'une bande frontalière. Si tel était le cas, les rebelles tigréens ne manqueraient pas d'en profiter. Pour l'heure, une première victoire pour eux serait de s'emparer du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui mettrait vraiment Addis Abeba dans l'embarras. Le risque serait aussi que ce conflit dégénère en guerre tribale généralisée et ne conduise le pays vers une situation à la syrienne ou une Yougoslavie africaine. Enfin, il y a la situation de ces millions de personnes déplacées, de la famine qui menace. Comme vous le voyez, les perspectives d'avenir sont très sombres pour l'Éthiopie. En effet, j'ajoute pour compléter le tableau déjà très sombre qu'on a appris il y a peu qu'on avait découvert des corps aux mains liées charriés dans une rivière jouxtant le Soudan, qu'on compte aujourd'hui des milliers de morts dans ce conflit, et qu'à cela, il faut encore ajouter une grave crise humanitaire à laquelle vous faisiez allusion à l'instant. C'est sur cette vision d'un monde en crise, d'une Afrique en butte à ces conflits meurtriers, que se referme notre magazine Carte sur table d'aujourd'hui, où, comme on le voit, dans le vaste échiquier que constitue le monde d'aujourd'hui, les cartes sont de plus en plus biseautées. Merci Ibrahima Thiam d'avoir apporté votre propre éclairage sur cette actualité du moment. C'est moi qui vous remercie, Jean-Yves Duval. Du moins, avons-nous le mérite, je l'espère, d'apporter à nos auditeurs quelques explications sur un monde complexe, dangereux, mais dans lequel, en tant que responsables politiques, nous nous efforçons de bâtir les bases d'un avenir meilleur. Les femmes savent que qu'un accouchement est rarement sans douleur. Il en va dans l'existence où nous avons le devoir d'améliorer le sort de nos semblables, en dépit de toutes les difficultés et cruautés de la vie. Il me reste quant à moi à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même lieu, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.